Dans le ciel des lumières étranges, un balai d'étoiles qui dérange, des murmures portés par le vent, des secrets d'un monde distant. Ils descendent dans une clarté, leur visage d'éternité, leur regard personne au mystère, une sagesse venue d'autres sphères. Civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des frontières. Des symboles gravés dans la pierre, leur histoire suspendue dans l'air, leurs vaisseaux brillent comme des rêves, ils tissent des liens que rien n'élève, leur voix résonne comme un écho, une harmonie sous un halo. Ils offrent des clés pour l'infini, un voyage vers l'inconnu. Inouï. Une civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des frontières. Dans le ciel des lumières étranges, un balai d'étoiles qui dérange, des murmures portés par le vent, des secrets d'un monde distant. Ils descendent dans une clarté, leur visage d'éternité, leur regard personne au mystère, une sagesse venue d'autres sphères. Une civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des Ce jour-là, des êtres extraterrestres m'ont emmené. Ils m'ont non seulement révélé leur capacité à voyager dans le temps, mais m'en ont fait la démonstration. Leur technologie, bien au-delà de notre entendement, leur permet de manipuler le tissu même de l'espace-temps. Leurs révélations sont vertigineuses. Ils seraient venus sur Terre à de multiples reprises et seraient à l'origine de l'apparition de la vie sur notre planète. Grâce à cette maîtrise totale de l'espace-temps, ils naviguent non seulement à travers les époques, mais également entre des univers parallèles. Voici la suite de mon histoire. Frank, désireux de clarifier les modalités pratiques de la prochaine rencontre, s'enquit auprès d'Octalia. Il souhaitait savoir où la capsule spatio-temporelle serait localisée et comment il pourrait s'y rendre. Cette interrogation traduisait son besoin d'anticiper les conséquences logistiques, se demandant notamment si l'événement serait imminent, et s'il lui faudrait envisager une absence ou prendre des congés afin de participer à ce rendez-vous d'un genre nouveau. Octalia prit le temps de répondre précisément aux interrogations de Frank concernant la future utilisation de la capsule spatio-temporelle. Elle clarifia d'abord une idée reçue, contrairement à ce que Frank avait imaginé. Il ne serait pas nécessaire que la capsule soit installée dans une zone urbaine discrète ou à l'extérieur de la ville, facilement accessible depuis son domicile. Il n'aurait donc pas à se déplacer physiquement vers un lieu spécifique, ni à se soucier d'attirer l'attention lors de son arrivée. Octalia rappela à Frank le moment où elle lui avait remis le microtransmetteur.
insistant sur les propriétés singulières de cet objet. Elle expliqua que le transmetteur demeurait totalement invisible aux yeux de tous, à l'exception de Frank lui-même. Cette particularité n'était pas le fruit du hasard, mais résultait d'une forme d'intrication quantique spécifique, rendant l'objet accessible uniquement à son porteur désigné. Ce micro-transmetteur incarnait, selon Octalia, la démonstration parfaite du principe d'intrication quantique appliqué à la technologie. Son association avec Frank allait bien au-delà d'un simple lien matériel. Il était intrinsèquement relié à son être, devenant presque une extension de sa personne. En ce sens, le transmetteur servait d'interface directe entre Frank et son implant intracrânien, assurant la transmission des informations et la coordination nécessaires lors de l'activation de la capsule spatio-temporelle. Ainsi, chaque interaction avec cet équipement était parfaitement synchronisée, garantissant la sécurité et le bon déroulement des échanges entre les deux univers. Adoptant une voix douce et rassurante, s'adressa à Frank afin de sonder sa disposition face à l'étape cruciale qui se profilait. Elle lui demanda avec délicatesse s'il se sentait prêt à vivre l'expérience qu'ils préparaient ensemble, marquant ainsi une transition concrète vers l'inconnu qu'ils avaient soigneusement préparé. Saisissant cette opportunité, Octalia poursuivit en soulignant que le moment se prêtait parfaitement à la réalisation de cette expérience. « Nous sommes le week-end, précisa-t-elle, et à moins que vous n'ayez des projets particuliers, rien ne s'oppose à ce que l'on débute l'aventure immédiatement. » Cette proposition simple, formulée avec bienveillance, venait sceller la possibilité d'un passage vers l'inédit et concrétiser l'alliance naissante entre les deux protagonistes. Il demanda ensuite de prendre le transmetteur entre ses mains, en les disposant doucement autour de l'appareil. Ce geste, à la fois simple et symbolique, marquait le point de départ concret de leur aventure commune. Par ce contact direct, Octalia souhaitait que Frank s'imprègne de la sérénité du moment, tout en établissant une connexion physique et mentale avec la technologie qui allait désormais jouer un rôle central dans leur relation et leur découverte. Frank sentit une légère vibration parcourir ses paumes subtiles et apaisantes, comme si le transmetteur réagissait à sa présence physique et émotionnelle. Une chaleur douce se diffusa lentement dans ses mains, accompagnée d'une sensation de légèreté qui s'étendit progressivement à tout son corps. Il ferma les yeux un instant, laissant son esprit s'ouvrir à cette expérience sensorielle inédite, prêt à accueillir ce qui allait suivre. Sa vision se troubla et l'ensemble de la pièce se mit à tourner autour de lui, comme s'il était aspiré dans un tourbillon, un vortex pour placement. Les contours familiers de son environnement domestique s'effacèrent, laissant place à une impression de mouvement circulaire, à la fois déstabilisante et fascinante. Frank, pris dans cette spirale sensorielle, ressentit un mélange d'étrangeté et de flottement. Comme si la réalité elle-même se déformait autour de lui, ce phénomène semblait le transporter vers une dimension nouvelle, où le temps et l'espace perdaient leur cohérence habituelle, signalant le début de l'expérience à laquelle il s'était préparé avec Octalia. Le trouble de sa vision et la rotation de la pièce marquaient ainsi le passage concret vers l'inconnu. Quelques instants plus tard, Frank ouvrit les yeux et découvrit une pièce circulaire à l'esthétique épurée et résolument moderne. L'endroit était marqué par des lignes courbes et l'emploi de matériaux lisses, conférant à l'espace une impression de raffinement technologique. Le regard de Frank fut aussitôt attiré par un couloir cylindrique, dont les parois arrondies étaient ponctuées d'anneaux concentriques s'étendant vers l'arrière, accentuant la perspective et la profondeur. Il s'avançait dans le couloir. Frank perçut soudain une présence discrète qui l'observait, à peine perceptible mais rassurante. Une voix douce et modulée émergea de l'ombre, l'invitant à poursuivre sans crainte, lui rappelant que chaque étape de cette expérience avait été pensée pour son bien-être et sa compréhension. Ce soutien invisible renforça sa confiance et l'encouragea à franchir le seuil lumineux. À cet instant, Frank sentit que la notion même de temps semblait se dilater autour de lui. Il perçut fugacement d'autres rythmes,
comme si des temporalités multiples se superposaient et s'entremêlaient dans ce nouvel espace. Des souvenirs, des impressions fugaces de son existence terrestre traversèrent son esprit. Mais ils semblaient désormais lointains, presque irréels, comparés à l'intensité du présent partagé avec Octalia. Cette sensation troublante renforça en lui l'idée qu'il était sur le point de vivre une expérience qui défiait les repères habituels de son monde, à la frontière de la mémoire et de l'inconnu. Octalia adressa à Franck un message de bienvenue, exprimé avec chaleur et clarté, afin de l'accueillir dans ce nouvel environnement. Elle prit soin de le rassurer concernant les éventuels effets notables que son organisme ou sa mémoire pourrait ressentir au cours de cette expérience. Octalia lui expliqua que les événements et les informations auxquels il serait exposé pendant son séjour ne s'inscriraient pas directement de façon consciente dans sa mémoire. Cette précision visait à apaiser toute inquiétude quant à d'éventuelles perturbations de son esprit ou de ses souvenirs. C'est dans cette intention qu'Octalia initia le dialogue avec Franck, souhaitant établir un premier point sur la nature du lieu et de l'espace dans lesquels il se trouvait désormais. Cette démarche visait à offrir à Franck des repères rassurants et à l'aider à prendre conscience de la réalité singulière de l'environnement qui l'entourait, tout en instaurant un climat de confiance propice à la poursuite de l'expérience. Octalia poursuivit son explication en insistant sur une notion fondamentale liée à l'environnement dans lequel Franck se trouvait désormais. Elle précisa qu'un être vivant ne peut collecter et mémoriser des informations que s'il évolue dans son propre référentiel d'espace-temps. En l'occurrence, Franck n'était plus ancré dans le référentiel de son monde d'origine. Celui-ci était désormais simulé par le dispositif sophistiqué de la capsule. Ce changement de cadre avait une conséquence directe: la capacité à enregistrer consciemment les événements et les connaissances transmises se retrouvaient momentanément suspendues. En effet, la mémorisation dépend intrinsèquement de l'ancrage dans l'espace-temps naturel de l'individu. Octalia rassura néanmoins Franck sur ce phénomène singulier. Elle expliqua que malgré cette particularité, l'ensemble des savoirs et des expériences vécues au cours du séjour dans la capsule resteraient présents dans son esprit lors de son retour dans le monde terrestre. Les concepteurs de la capsule prendraient soin de stimuler ses neurones de façon à ce que toutes les connaissances acquises durant l'expérience puissent être réactivées et intégrées à sa mémoire. Ainsi, la continuité et l'assimilation de l'apprentissage vécu lors de cette immersion exceptionnelle seraient pleinement assurées. Octalia laissa le silence s'installer un instant, puis elle reprit, plus loin, comme si chaque mot devait traverser une épaisseur de plomb. Écoutez-moi bien, Franck. L'espace-temps dans lequel vous êtes projeté n'est pas une simple copie d'une autre. C'est un univers parallèle, construit à l'image exacte du vôtre, mais décalé sur une chronologie différente. Imaginez une Terre jumelle, la même taille, la même masse, la même distance au Soleil, le même âge, 4,5 milliards d'années. Les continents sont aux mêmes endroits, les océans ont la même salure, les volcans portent les mêmes noms que dans vos anciens manuels scolaires. Tout est identique. Sauf une chose, une seule, et elle change tout. Elle marqua une pause, laissa le poids de l'absence planer. Sur cette terre-là, la vie n'a jamais commencé. Pas la moindre bactérie, pas la moindre algue bleue dans les mares primitives. La biogenèse n'a jamais eu lieu. Les océans sont limpides, stériles, d'un bleu chimiquement parfait. Les forêts n'ont jamais poussé. Aucune plume, aucun os, aucun fossile. Rien. Un monde absolument vide de toute forme de vie
depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Elle lève les yeux vers lui, presque avec tendresse. Vous comprenez ce que cela signifie. Vous contemplez le miroir absolu de votre propre planète, mais sans le miracle, sans nous. C'est la même Terre, et pourtant elle n'a jamais été habitée, ni par l'homme, ni par quoi que ce soit d'autre. Un silence de 4,5 milliards d'années. Elle laissa la phrase résonner, puis ajouta dans un souffle. Et c'est dans ce vide parfait que vous seriez le premier être vivant à poser le pied. Le premier, l'unique, l'intrait. Franck demanda néanmoins s'il était possible, réellement, de son corps et non plus en pensée, de fouler ce monde extérieur et surtout si l'air y était respirable. Octalia posa sur lui un regard calme, trop calme. L'air est respirable, oui, techniquement. Les sondes l'ont confirmé. 24% d'oxygène, un peu moins d'azote qu'avant, mais toujours dans les limites que tolère le corps humain. Les particules toxiques sont sous le seuil létal. On pourrait y survivre quelques heures, peut-être quelques jours, sans masque. Pourtant, c'est impossible. Ce monde extérieur n'existe pas encore dans notre référentiel d'espace-temps. Ici, la vie n'est pas censée exister. Si un être vivant, vous, moi, n'importe qui, y pénétrait très réellement. La structure informationnelle de toute cette zone serait irrémédiablement altérée. L'événement n'a pas été prévu, il n'est pas autorisé, il n'a pas encore eu lieu. Elle le fixa longuement, sans ciller. Respirez ici autant que vous voulez. De l'autre côté de la frontière, votre premier souffle serait déjà une catastrophe. Franck restait figé, la gorge nouée, les mots flottaient encore lourds, glacés. « Expliquez-moi » murmura-t-il enfin. L'espace-temps, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Octalia s'approcha du grand écran, la terre tournait lentement, bleue, verte, trop belle, comme une image volée à un souvenir d'enfance. Vous connaissez la relativité, n'est-ce pas? L'espace et le temps ne sont pas séparés. Ils forment un seul tissu, un continuum à 4 dimensions. Votre maintenant n'existe que pour vous ici dans ce référentiel, à quelques centaines de kilomètres de d'ici, sur une autre station ou sur la Lune. Le présent est déjà légèrement décalé. Elle effleura l'écran. La planète pivota, hypnotique. Mais ce que nous avons compris va bien plus loin. Ce monde que vous voyez là, dehors, n'est pas simplement contaminé, il est inachevé. Il existe, les photons nous arrivent, les ondes radio aussi, les sondes posent le pied et nous renvoient des images parfaites. Mais ces données appartiennent à une branche temporelle qui n'a pas encore été validée par un observateur conscient venu de notre continuum. Franck fronça les sourcils. Vous parlez de l'effondrement de la fonction d'onde du principe d'incertitude à l'échelle planétaire. Octalia esquissa un sourire triste, presque las. Exactement, mais à l'échelle cosmique. Imaginez l'univers comme une simulation quantique immense en attente de rendu final, tant qu'aucun esprit conscient ne franchit réellement la frontière pour l'observer de l'intérieur. Cette région entière reste en superposition. Elle est à la fois vivable et mortelle, habitée et déserte, passée et à venir. Votre simple présence physique, votre premier pas, votre premier souffle obligerait l'univers à choisir une unique version parmi des milliards possibles. Ce choix rétroagirait sur toute la trame, il réécrirait l'histoire, la nôtre compris.
Elle se tourna vers lui, le regard grave et presque implorant. Si vous ouvriez cette porte et sortiez, vous ne mourriez pas empoisonné. Vous disparaîtriez simplement de cette réalité, effacé avec tout ce que votre geste aurait modifié. Peut-être réapparaîtriez-vous dans un monde où la guerre n'a jamais eu lieu, où ses abris n'ont jamais été creusés, ou dans un autre où l'humanité s'est éteinte un siècle plus tôt. Quoi qu'il arrive ici, dans cette ligne temporelle précise, vous cesseriez d'exister, et nous, probablement, avec vous. Un long silence tomba, si dense qu'on aurait dit que le temps lui-même retenait son souffle. Franck fixait la terre sur l'écran, si proche, si cruellement inaccessible. Donc, nous sommes prisonniers d'un présent qui refuse de devenir passé, demanda-t-il d'une voix rauque. Octalia hocha lentement la tête. Prisonnier ou gardien, tant que personne ne franchit la frontière, cette version de l'histoire demeure possible. Elle reste intacte, pure, le jour où quelqu'un sortira. Cette pureté sera brisée à jamais, l'univers devra trancher. Et nul ne sait de quel côté de la lame nous tomberons. Elle posa une main légère sur l'épaule de Franck, comme pour ancrer dans le réel ce qui venait d'être dit. C'est pour cela que la porte reste fermée. Pas à cause des radiations, à cause du temps lui-même. Franck murmura, comme s'il craignait que la question elle-même ne brise quelque chose. C'est donc ça. C'est l'esprit humain, la conscience, qui crée le temps. Octalia le regarda longuement, sans détourner les yeux. Oui, tant qu'aucun esprit conscient n'observe, ne capture, ne fixe la moindre parcelle d'information, le temps n'existe pas. Il n'a ni durée, ni direction, ni réalité. Il reste une simple potentialité, un brouillard de possibles. C'est notre regard qui le cristallise, c'est notre présence qui le fait couler. Elle esquissa un sourire, presque imperceptible. Sans nous, l'univers n'a pas d'âge. Avec nous, il commence à vieillir. Elle se déplace lentement vers la baie vitrée dehors. La terre jumelle brillait dans la nuit, muette et immaculée. Regardez-la bien, Franck. Cette planète a exactement le même âge que la vôtre, 4, 5 ans, 6 milliards d'années, à la seconde près. Elle a traversé les mêmes bombardements météoritiques, les mêmes ères glaciaires, les mêmes éruptions solaires. Pourtant, elle n'a pas de passé. Parce qu'un passé, ce n'est pas seulement une suite d'événements. C'est une suite d'événements remémorés. Sans mémoire, il n'y a pas de flèche temporelle. Le temps n'est pas une dimension physique qu'on mesure avec une horloge. C'est une asymétrie informationnelle, créée par des êtres capables de se souvenir qu'ils ont oublié, puis de se souvenir qu'ils se sont souvenus. Vous, moi, n'importe quel esprit conscient, nous sommes des machines à produire de l'irréversibilité. Chaque fois que nous percevons, nous sélectionnons une version du réel parmi toutes celles qui étaient possibles. Et ce choix laisse une trace. Cette trace, c'est le temps. Elle se tourna vers lui, la voix plus basse, presque intime. Tant qu'aucun esprit conscient n'a capturé la moindre information dans cette branche-là, les milliards d'années qui s'y sont écoulées n'ont jamais eu lieu. Elles sont restées en suspens, comme une partition que personne n'a jamais jouée. Elle pose lentement sa main contre la vitre froide, comme une caresse. C'est pour cela que nous hésitons depuis si longtemps. Sortir, ce n'est pas seulement risquer sa vie, c'est donner un passé à un univers qui n'en a jamais eu. C'est le faire naître ou le condamner à mort en une seule inspiration. Un souffle, presque inaudible. Nous ne sommes pas prisonniers du bunker. Nous sommes les gardiens d'un temps qui n'a pas encore commencé. Franck reprit lentement ses esprits.
Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, avec une clarté presque douloureuse. C'est pour ça, murmura-t-il, c'est pour ça que je n'arrive plus à enregistrer quoi que ce soit. Ma mémoire consciente, elle est comme suspendue. Ce que je vois, ce que j'entends, tout ça n'a pas de poids. C'est irréel, sans substance, sans densité. Octalia hocha lentement la tête. Oui, exactement. Elle fit un pas vers lui, sa silhouette semblant presque vaciller dans la lumière pâle. Tout ce que vous percevez, moi, cette capsule, le monde extérieur, n'est pas encore fixé. Tout est en suspens, indéfini. Cette capsule elle-même n'a pas d'existence réelle stable. Sa forme, ses dimensions, ses parois, elles peuvent glisser, se modifier à notre gré. Personne n'en sera troublé, parce que rien ici n'a encore été gravé dans la mémoire de l'univers. Tant que vous restez dans cette zone frontière, vous êtes comme un fantôme percevant des fantômes. Aucun événement ne laisse de traces définitives. Aucune parole ne devient passée. Rien ne vieillit. Rien ne meurt. Octalia baissa la voix comme si les murs eux-mêmes pouvaient l'entendre. Vous avez vu jusqu'où nous sommes allés, Franck. Les technologies, les capacités que nous avons réussi à déployer. Ce n'est pas un hasard si nous les gardons dans l'ombre. Elle se tourna vers lui, le regard soudain plus dur. Suivez-moi. Elle l'entraîna dans les coursives de la capsule, un espace qui semblait se redessiner à chaque pas. Un couloir qui s'allongeait imperceptiblement. Une lumière qui changeait de teinte sans raison. Des parois qui ondulaient comme de l'eau figée. Tout en marchant, elle poursuivit, presque à voix basse. Cette bizarrerie que nous appelons la temporalité référentielle, cette faille dans la mécanique quantique à l'échelle macroscopique, n'est pas un outil qu'on peut mettre entre toutes les mains. Personne ne sait vraiment qui l'a découverte en premier, ni qui a construit cet endroit. Les archives s'arrêtent net, comme si la mémoire elle-même avait été effacée à la source. Elle s'arrêta devant une immense baie vitrée donnant sur le vide étoilé, où la terre stérile flottait, immobile. Votre monde, Franck, votre civilisation, n'est pas prête. Pas encore. Donner à des sociétés entières le pouvoir de suspendre le temps, de choisir la branche où elles existent, de réécrire leur propre passé en respirant simplement un air qui n'était pas censé exister. Ce serait offrir le feu nucléaire à des enfants qui jouent encore avec des allumettes. Un jour peut-être, quand l'humanité aura appris à ne plus avoir peur de son propre reflet. Mais pas aujourd'hui. Elle posa une main sur la paroi. La surface vibra doucement, comme un cœur lointain qui se souvenait d'avoir battu. Ici, nous ne sommes pas des prisonniers, murmura-t-elle. Nous sommes les gardiens d'une arme que l'univers lui-même a refusé de lâcher. Et tant qu'il faudra veiller, autant que ce soit nous. Octalia tourna lentement la tête vers lui. Son regard était calme, presque maternel, mais teinté d'une infinie patience lasse. Pourquoi, à votre avis, n'avons-nous jamais établi de contact véritable avec votre humanité ? Elle laissa la question flotter dans l'air froid, puis répondit elle-même d'une voix douce et implacable. Parce que nous attendons que vous grandissiez, un enfant qui vient de découvrir le feu ne reçoit pas une centrale nucléaire pour son anniversaire. Vous êtes encore à l'âge où l'on trace des frontières sur des cartes comme on griffonne sur les murs de sa chambre, où l'on tue pour des histoires qu'on a oubliées le lendemain, où l'on craint son ombre parce qu'elle porte la mauvaise couleur ou récite la mauvaise prière. Nous attendons le jour où vous regarderez la terre depuis l'espace et où vous pleurerez, non pas de fierté nationale, mais simplement parce qu'elle est belle.
Nous attendons le jour où la richesse d'un peuple se mesurera à ce qu'il aura su ne pas détruire. Ce jour-là, et seulement ce jour-là, nous viendrons frapper à votre porte, pas avant vent. Car ce que nous gardons ici n'est pas un trésor. C'est un examen. Et vous n'êtes pas encore prêts à le passer. Un long silence suivit, dense, presque palpable. Franck soutint son regard, sa voix resta basse, posée, sans défi, presque résignée. Si votre monde est si parfait, si civilisé, si abouti, ne serait-il possible, au moins, de le découvrir? Chaque chose en son temps, répondit Octalia.